Les Chirines, mini-série appelée Hacker Stories sur MyCanal est disponible. Elle retrace les histoires les plus captivantes des plus grands hackers et cybercriminels de notre génération. Je sais que vous adorez ça. Moi aussi, j'adore ça. C'est pour ça que je me suis intéressé à toutes ces histoires. Ces histoires, elles sont racontées par plusieurs intervenants. Et Rabin Desbois, que l'on connaît bien, notamment, regardez la bande-annonce. Regardez, vous allez voir des histoires de fous. Ça, je pense que vous allez adorer. Regardez. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'Internet, complètement. C'est la plus grosse arnaque aux crypto-monnaies jamais réalisée. On est clairement dans du Pablo Escobar 2.0 à ce niveau-là. Je m'appelle Rabin Desbois, je suis hacker et écrivain, et aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires les plus fascinantes des plus grands cybercriminels de notre époque. Merci d'être avec nous, Rabin Desbois, expert en cybercriminalité. Alors, il y a plein d'histoires. Il y a par exemple l'histoire de Hush Puppy. Hush Puppy, ouais. Hush Puppy, c'est un escroc nigérien qui actuellement fait 11 ans de prison ferme aux États-Unis. Ouais. C'est un mec qui a volé plus de 100 millions de dollars. À la base, ce qu'il fait, c'est des arnaques, donc ce qu'on appelle du business email compromise. Admettons, Cyril, que vous ayez une entreprise, je sais pas, Hanouna Corporation, et que vous devez payer des gens. Ouais. Hush Puppy, en fait, c'est un mec qui va aller hacker des comptables et des secrétaires uniquement dans des entreprises, qui va un petit peu prendre le temps de regarder comment ça fonctionne votre entreprise, les factures qu'il y a à payer, s'il y a aussi des paiements qui sont récurrents. Et en gros, Hush Puppy, au bout d'un moment, il va changer les informations bancaires, donc le RIB, par les siennes. Donc, au lieu de payer ce que vous pensez être un client normal, en fait, vous allez envoyer de l'argent à Hush Puppy. On estime qu'il a fait plus de 100 millions de dollars de dégâts. Il s'est fait arrêter à Dubaï par une opération conjointe entre le FBI et la police de Dubaï. Ils l'ont retrouvé avec 40 millions en cash, 13 voitures de luxe. C'est sans doute l'un des plus grands cybercriminels de notre génération, ou tout du moins des 10 dernières années. Je l'appelle le prince du cybercrime et c'est l'épisode 1 de Hacker Stories. Exactement. C'est l'épisode 1 que vous pouvez retrouver sur MyCanal depuis hier. Vous revenez aussi sur Ruja Ignatova. Ouais, Ruja Ignatova, c'est tout simplement la femme la plus recherchée au monde. C'est la seule femme qui est dans la liste des top 10 most wanted par le FBI. Donc en fait, il n'y a pas une meuf plus recherchée sur la planète qu'elle. Ah ouais. Elle a volé dans son arnaque au Ponzi 4 milliards de dollars. Donc elle a arnaqué 3 millions de personnes. Elle a fait une crypto-monnaie qui s'appelle OneCoin, qui est en fait une fausse crypto-monnaie dans laquelle il n'y a absolument rien dedans. Les gens ont investi de malade et tu gagnais des bonus si jamais t'invitais des frérots dans le truc en fait. Donc si moi je propose à Jean-Mi d'investir dans OneCoin, je vais recevoir un bonus. Donc en fait je le tue en voulant lui proposer une opportunité. Il y a eu 4 milliards de dollars de dégâts et elle a disparu de la surface de la planète en prenant un avion. Un jour, elle avait une conférence au Portugal. Elle monte dans un vol et plus personne ne l'a jamais revue à partir de ce jour-là. C'est toujours la femme la plus recherchée au monde. Fort. Ces histoires, elles sont incroyables. C'est incroyable. Il y a l'histoire aussi des Bonnie and Clyde de la cyberattaque. Ouais, alors eux, c'est Razel Khan et Ilya Lichtenstein. En gros, ils ont hacké une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelait Bitfinex en 2017. À l'époque, ça valait 70 millions. Ils ont volé 120 000 bitcoins. Sauf qu'en fait, avec le temps, le bitcoin a explosé en termes de prix. Et ils se sont retrouvés sur un magot de 4,5 milliards de dollars. Et en fait, ils ont essayé de blanchir cet argent, de disparaître, d'aller notamment en Ukraine. Mais ils se sont fait rattraper par la police. Il y a un film en préparation sur Netflix avec Anna Thaouei. C'est une histoire de fou aussi. Et c'est l'épisode 5 de la série. C'est fort. Hein. Alors, c'est quoi les arnaques les plus répandues, en fait ? Les arnaques les plus répandues, c'est le phishing. Peut-être que vous recevez souvent des SMS comme ça. Ça peut être des trucs tout cons. Par exemple, vous avez une commande Colissimo qui arrive. Souvent, énormément. Ah, énormément. Avant Noël, les fêtes de Noël. Ouais. Bah voilà. Du coup, concrètement, c'est des gens qui savent en fait que vous avez passé une commande et que vous attendez de la livraison. Donc souvent, ça va vous demander un petit frais familial de genre 1 euro, 2 euros pour pouvoir accéder à votre livraison, comme quoi il y a des taxes. Ça, bien sûr, c'est une arnaque. Sauf qu'en fait, si tu envoies ça à 1 million de Français et que tu as ne serait-ce que 1% de personnes qui cliquent, tu fais de l'oseille. Donc ça, c'est extrêmement fréquent. Sinon, il y a les arnaques à la love romance. Donc ça, c'est te faire en gros dire que tu es amoureux de toi, que tu as besoin d'argent, tout ça, développer des sentiments, ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Les brouteurs. Aussi, notamment, Hush Puppy est un brouteur et c'est concrètement un ravage, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et c'est utiliser les émotions pour manipuler les gens. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous regardent à 19h56, on est en direct, c'est quoi les arnaques là, voilà, qu'ils vont avoir, à part ça, sur lesquelles il faut qu'ils se méfient au niveau des mails, au niveau des SMS? Moi, je pense qu'avec l'IA, il va se passer des dingueries intergalactiques. Je pense notamment que le deepfake, donc c'est en fait quand on reprend la voix de quelqu'un ou quand on reprend l'image et la vidéo de quelqu'un. Moi, par exemple, demain, je pourrais très bien appeler Jean-Mi en me faisant passer pour Cyril. T'entendrais la voix de Cyril. Peut-être même que si on fait un FaceTime, tu verrais le visage de Cyril. Et je te dis, Jean-Mi frérot,
j'ai besoin d'oseille, envoie-moi 1000 balles. Oui, c'est pas le scénario le plus crédible non plus, ça. Ça serait peut-être pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Mais décrocherai pas, donc ça serait pas crédible. Non, ça va rien dire. C'est ça. Alors, je vais te dire, quand tu dévisses, tu dévisses. Et concrètement, pour te répondre, Cyril, c'est l'usurpation d'identité. Je pense que c'est ça le futur du cybercrime. C'est les gens qui vont utiliser votre identité pour se faire passer pour vous et après contracter des prêts. C'est vrai que t'as raison, parce que maintenant, on peut prendre le visage, on le fait ici, avec la même voix. J'appelle Gilles Verdez, je dis, vas-y, tu sais quoi, voilà, est-ce que Fatou est là et là, voilà, ça part en cacahuète, quoi. Je vous réponds, oui. Imagine si demain... Imaginez simplement si demain je me fais passer pour l'un de vos enfants, que je pense à voir son visage au téléphone et que je te dis papa, je suis dans la merde, envoie-moi de l'oseille. Tu le fais tout de suite en fait, tu réfléchis pas. C'est jouer sur les émotions. Bah ouais, je sais pas, mais tu. Non, si, t'as raison, mais c'est sûr, bien sûr. Envoie de l'oseille et donc du coup il y a énormément de personnes qui vont se faire avoir comme ça, je pense. Et c'est important ce genre de contenu pour sensibiliser les gens avec une conscience numérique. On a une question BFM. La question BFM du jour et le SIM swapping aussi. La personne qui prend le contrôle de sa carte de téléphone, c'est hyper tendance en ce moment. Ouais. Et la personne a accès à tous vos comptes bancaires parce qu'il y a tout sur votre téléphone. Moi, j'ai mon passeport qui est... SIM swapping. Alors ça, c'est un ravage. Et ça cartonne en ce moment, pardon. Ouais, ça cartonne malheureusement à cause On prend le contrôle de la carte SIM, on accède à ses comptes bancaires, à tout, parce qu'on a tout dans notre téléphone. En fait, on appelle l'opérateur téléphonique, Bouygues, Orange, Free pour les citer, et concrètement, on se fait passer pour quelqu'un de la famille. Et on dit qu'on a besoin de réinitialiser le mot de passe rapidement. Ou alors qu'on a changé de carte, on a perdu sa carte SIM et il faut faire une portabilité de numéro. Et en fait, ce sont des hackers qui manipulent le service client d'opérateurs téléphoniques dans le but de gagner accès à votre numéro de téléphone. Et comme malheureusement aujourd'hui, on associe trop de choses à notre numéro de téléphone, derrière, ils peuvent récupérer l'accès à vos comptes bancaires, ils peuvent récupérer l'accès à vos réseaux sociaux. Donc ça, par contre, malheureusement, pour la question BFM, je pense que c'est plutôt du côté des opérateurs téléphoniques de former leurs employés parce que c'est eux qui se font avoir. Ça veut dire que vous ne conseillez pas d'avoir les applications, par exemple, de notre banque ou sur votre téléphone? Je vous conseille d'avoir ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. C'est des petits codes qu'on reçoit, mais pas par SMS. C'est uniquement sur une application ou alors une clé que vous mettez directement dans votre téléphone. Comme ça, votre numéro de téléphone n'est pas associé avec tout ça. Et même si je sais pas, demain vous changez de numéro, vous avez totalement oublié, vous allez vous retrouver, comment dire, en difficulté. En fait, avec le compte bancaire, le numéro, parce que moi, compte bancaire, pas forcément. C'est-à-dire que si demain j'ai ton numéro de téléphone, après moi derrière je vais pouvoir me connecter à partir de ton numéro de téléphone. Et tu sais, quand tu fais des mots de passe oubliés, ça va te l'envoyer directement sur ton téléphone ou alors sur ton adresse email. Et bien souvent les gens sécurisent leur adresse email avec leur numéro de téléphone. Donc le SIM swapping, ça fait un ravage aux États-Unis. Je crois que ça a causé plus de 40 millions de dégâts cette année. C'est fort. Et quand on va chez l'opérateur juste avec le nom et l'adresse, il vous reduplique la carte SIM. Voilà. Mais après, c'est comme ça qu'il récupère après toutes les données qu'on a dans son téléphone. Il faut former les employés des opérateurs pour que ça n'arrive. Il y a beaucoup de hackers en ce moment, et je crois que Paul Scal en était victime, qui font sauter les comptes Instagram, Snapchat, TikTok. Comment vous faites? Est-ce que c'est aussi facile de faire sauter un compte? Je vais pas trahir de secret, mais disons que si jamais il y a suffisamment de personnes qui reportent en masse votre compte... Est-ce que vous seul, vous pouvez faire sauter un compte, par exemple? Il se pourrait. Oui, parce qu'il va faire des Quel est faux comptes l'intérêt pour de faire signaler. Un compte Pour nuire à quelqu'un. Tu peux faire du chantage, ou alors carrément il y a des gens qui payent pour que tu fasses sauter les comptes d'autres personnes aussi après. Oui, la jalousie. Voilà, ouais. Il y a les banquiers aussi appellent, enfin c'est pas les banquiers du coup, et ils vous disent voilà c'est Monsieur Dupont de votre banque, j'ai vu qu'il y avait un problème sur votre compte, qu'il y a des sortes de mouvements un peu bizarres. Est-ce que vous pouvez éventuellement valider l'opération que je vais vous donner? Ça c'est le nouveau truc qui vient de sortir. Alors ça c'est extrêmement fréquent aussi parce qu'en fait ce sont des gens qui récupèrent vos informations bancaires. Et quand vous faites une transaction de nos jours maintenant en 2023, vous allez avoir un code de vérification. Et sans ce code, vous pouvez pas en fait tout simplement acheter la chose. Donc l'arnaqueur va lui faire un achat en cours, admettons un iPhone, n'importe quoi, et il va recevoir une demande de code et il va se faire passer pour votre banquier en vous disant Madame Maillet, vous êtes en train de vous faire hacker, vite envoyez-moi le code à 6 chiffres. Mais en fait c'est lui qui est en train de vous hacker. Ça c'est courant aussi en ce moment. Très courant, très très courant. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé de faire un truc de ouf contre une grosse somme d'argent que vous avez refusé par éthique? Peut-être que j'ai même pas refusé, peut-être que je l'ai fait. Bien sûr, c'est un milieu qui est extrêmement lucratif. Il faut partir du principe que le crime il est en train d'évoluer, il passe de la rue au clavier. Combien ça gagne un hacker? Ça gagne très bien sa vie. Ça gagne très très bien sa vie. C'est plus de minimum 5 chiffres par mois. Tu peux monter à... Après ça dépend, si tu es dans le... Comment dire, si t'es dans le légal, l'illégal et tout. Moi, par exemple, j'ai arrêté tout ce qui était illégal. J'ai hacké Sciences Po Paris en 2018 après m'être fait recaler et j'ai arrêté totalement le cybercrime. Mais aujourd'hui, juste en faisant du consulting en cybersécurité, je m'en sors quand même très très bien en fait, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde et ça va continuer à toucher tout le monde. Bien sûr.
Oui. Et sans donner leur identité, est-ce que vous connaissez les hackers dont on parle qui rentrent, par exemple, dans les systèmes de sécurité français, anglais, dans les trucs militaires pour faire du chantage, chez les entreprises, pareil, pour faire du chantage? Les hôpitaux récemment. Les hôpitaux, Les hôpitaux. Vous avez des collègues qui font ça? Collègues entre guillemets. Moi, je suis plus du tout sur la scène criminelle en soi. Disons que je suis passé du côté lumière de la force et que j'ai arrêté toutes les singeries. Mais je connais certains repentis qui ont déjà fait des très grosses choses. Je pense notamment à Mathieu Swish, qui est un intervenant qui a débusqué un virus qui touchait l'intégralité de la planète. Mais moi, je fréquente plus trop ce milieu. Donc, voilà. On n'avait pas été hackés, nous, à un moment donné, enfin, nous, Sur le compte Twitter, sur les sondages. Ouais, ils avaient boosté les sondages, je me souviens. C'est ça. Ça, c'est ultra facile. Mais ça, c'est ultra facile. Non, mais ça, c'était juste parce que c'était des mecs qui voulaient booster Gilles Verdès. Non, mais c'est déjà incroyable de faire ça. C'est ultra facile. Ouais, ça, c'est ultra facile. Il suffit d'avoir une armée de comptes Twitter. Et après, tout simplement, il y a le sondage TPMP et tu fais en sorte que tous les bots, tous les comptes, ils votent oui ou ils votent non. Et du coup, tu manipules totalement l'opinion publique, puisque si tu penses que la majorité pense d'une façon et que c'est pas vrai, tu peux orienter le raisonnement des gens. La police et la justice, est-ce qu'ils ont encore trop peu de moyens face à... Ça dépend. En France, on a une très très belle institution qui s'appelle l'ANSSI, c'est les cyberpompiers. C'est pas les cyberflics, c'est quand il y a une merde, quand il y a un hack, eux ils viennent et ils éteignent le hack. Eux ils sont très très forts. Après, nos services de renseignement, la DGSI et la DGSE sont aussi très très forts. Je pense que ce qui manque véritablement, c'est pas forcément du point de vue policier, mais plus citoyen. Je pense qu'il manque une conscience numérique. Il faut que les gens se forment. Il faut qu'ils réalisent que si tu passes 5 heures par jour devant un écran, mais que tu te rends pas compte des conséquences que ça peut engendrer, c'est là où c'est grave en fait. C'est quand tu utilises un truc et que tu le comprends pas. Ça. Oui. C'est ma question. Est-ce que vous allez plus vite que la police aujourd'hui? Parce que quand on va pour des menaces qu'on reçoit, des numéros inconnus, la police souvent a du mal à retracer ça. Est-ce que vous faites plus facilement? Ça dépend quoi. On peut. Par exemple, un numéro masqué, est-ce que vous pouvez le traquer facilement? Non, un numéro masqué, beaucoup plus compliqué. Mais par contre, après, si c'est des réseaux sociaux, oui, ça s'appelle de l'OPSEC, donc la sécurité opérationnelle. C'est être sûr qu'en fait, tu sois protégé sur Internet et que personne ne puisse te retrouver. Si tu as une bonne OPSEC, personne ne va te retrouver. Si tu as une mauvaise OPSEC, en 3 clics, on connaît ton nom, ton prénom, ton adresse et ton numéro de téléphone. Oui, voilà. Pour les gens qui regardent, si on avait un conseil à leur donner par rapport au mot de passe notamment, il ne faut pas qu'on ait le même mot de passe pour tous nos... Exactement, ça c'est un très bon conseil d'hygiène numérique, c'est d'avoir différents mots de passe à chaque fois sur chaque plateforme. Mais alors, où est-ce qu'on les retient? Parce que si on a 15 mots de passe, comment Tu peux utiliser un gestionnaire de mots de passe, malheureusement la plupart sont payants. Après tu peux faire des variantes dans ta tête avec des chiffres différents ou des nombres différents, parce que en fait si une plateforme se fait hacker et que ton mot de passe, je sais pas, c'est Vastené 456, et ben en fait... Vastené. Je sais pas, moi qui l'ai regardé, Vastené. J'ai brillé. J'ai été correct, moi. Si ton mot de passe c'est... J'aurais pu dire Grosen, hein, Vastené. J'ai brillé, désolé. Si ton mot de passe c'est... Vastené. Il n'y a plus de respect ici. Si ton mot de passe c'est Hanouna 456 et que tu l'utilises sur un site, ce site-là se fait hacker, bah après on sait que ton mot de passe c'est Hanouna 456. Et après on va aller sur tout. Et on va réessayer de hacker ton compte sur d'autres plateformes. Et ils vont essayer Facebook, Instagram, tout ça. Comment t'as pu sortir Vastené? Je sais pas faire, j'ai une inspi. La vérité, j'ai une inspi de malade. Non mais c'est vrai. Vastené. C'était préparé ou pas, non? C'était préparé ou improvisé? Je savais même pas que t'étais... En me regardant, t'as dit Vastené comme ça. Je cherchais un mot de passe. J'étais en inspiration, en créativité. Dingue, Et donc pas associer son téléphone à son adresse mail, jamais. Par exemple, mon numéro... Alors, pour te donner un petit tuto de ce que tu pourrais faire. Mon numéro de téléphone, il est même pas associé à mon véritable nom et prénom. Et après, derrière, toutes mes applications, il n'y en a aucune qui est reliée à mon téléphone. Quand bien même quelqu'un arriverait à prendre le contrôle de mon numéro de téléphone, il n'aura ni mon nom ni mon prénom et il ne pourra pas accéder derrière à mes applications que j'utilise tous les jours. Ah ouais. Mais comment c'est possible, ça, de dissocier les applications de son téléphone? Par exemple, sur Twitter, Instagram, Facebook, tu n'es pas obligé de mettre ton numéro de téléphone. Tu peux mettre ton adresse email, une application d'authentification, tu n'es pas obligé de mettre ton numéro de téléphone. Mais de toute façon, on est vulnérable parce que là, par exemple, c'est la période des fêtes. La plupart du temps, quand on va commander quelque chose ou même quand on va faire ses courses sur Internet, on nous demande et notre adresse, et notre mail, et notre numéro de téléphone pour les livreurs, etc. Donc on est... Ah bah alors moi jamais. En fait, il faut... Il y a du bon et il y a du mauvais. Si tu es par exemple sur Amazon... Une carte de fidélité, je m'en fiche. Ah ouais, 0 carte de fidélité. Ah c'est dingue, hein. Excusez-moi, c'est ça le niveau de BFM. Je suis prudente. Non, mais c'est incroyable. Frérot, est-ce que tu peux donner... vraiment 3 conseils importants pour nos téléspectateurs à 20h06 qui ont très peur de tout ça. Ne pas réussir réutiliser. à arnaquer. Non, mais parce qu'on reçoit souvent des SMS chelous. Ouais, réponds pas.
Moi, je réponds même pas aux SMS normaux, tu vois, je réponds aux SMS chelous. Non, mais c'est vrai, tu l'as vu ou pas? Même pas je réponds, moi. Même les liens. Il y a des amendes, des trucs comme ça. Voilà, il y a même des mecs, moi, je crois beaucoup à la chance. Il y a même des mecs qui portent la poisse. Ils m'envoient des SMS, je supprime direct. Je veux même pas lire. Je veux même pas les lire. Il y a quelqu'un autour de la table là qui porte la poisse ou pas? Sinon vous seriez pas là. Non, c'est vrai. Tous ceux qui sont là, c'était voilà. Oui. Des conseils qu'on pourrait donner rapidement. Donc ne pas réutiliser les mêmes mots de passe. Ça on a dit. Ne pas utiliser des choses trop évidentes dans vos mots de passe. Ne mettez pas le nom de vos enfants, la date de naissance. Quoi d'autre on pourrait En fait, un conseil général, il faut se dire que tout ce que vous publiez sur Internet, tout ce que vous postez et tout, c'est à tout jamais inscrit. Il n'y aura jamais personne qui va pouvoir l'enlever, donc il faut éviter de faire J'ai une question des erreurs. Par rapport à la Wi-Fi, parce que moi, un jour, apparemment, grâce à la Wi-Fi, il y a des gens qui ont retrouvé mon adresse, qui ont appelé la police et qui ont dit qu'il y a un meurtre chez moi. Et du coup, la police qui a débarqué, ils ont mis ma mère par terre et tout. Donc comment on peut protéger par rapport à la Wi-Fi? Alors ça s'appelle le swatching. C'est extrêmement courant aux États-Unis. Ça l'est heureusement un peu moins en France. Très flippant. Concrètement, on trouve ton adresse IP, ok? Ton adresse IP, c'est un petit peu comme si c'était l'adresse de ta box Internet. Ouais. Et en trouvant ton adresse IP, derrière, ils vont appeler les services de police. Ils vont se faire passer pour, je sais pas moi, un voisin. Ils vont dire, oh mon Dieu, venez vite, j'entends Polska qui est en train de se faire tirer dessus. Okay, ou j'entends Polska qui est en train de hurler. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils font, ils sont obligés, c'est la loi, ils viennent chez toi, ils défoncent ta porte. Mais ça sert à quoi de faire ça? La malveillance, ouais. Genre, c'est des gens très mal intentionnés qui font ça, quoi. C'est pour causer du mal et voilà, c'est une dérive d'Internet qui est malheureusement très triste. C'est chaud, ça. Oui, ma mère, elle avait la jambe cassée, les policiers l'ont mis par terre et tout. Ah ouais? Parce que moi, j'ai appelé, parce qu'on m'a prévenu, j'ai dit non, c'est faux. Ils ont dit, on est obligé de venir vérifier, en fait. Ah oui. Oui. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'il ne faut ouvrir aucun lien sur Instagram, sur Twitter, partout, nulle part? Quand on reçoit un truc avec l'adresse d'un lien, regarde cette vidéo. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît, on ne sait pas trop, est-ce qu'on part du principe qu'on n'ouvre jamais les liens? Ça va dépendre du lien en question et de l'URL. Si jamais tu vois un truc bizarre avec trop de consonnes, que c'est pas lisible, pas prononçable, que le mec, tu lui as pas parlé depuis mai 2001 et qu'il t'envoie un SMS en mode frérot, clique, il faut se douter, quoi, en fait. C'est du bon sens. On nous dit que quand il y a HTTPS, S, ça veut dire que c'est sécurisé. C'est sécurisé, mais en vrai, c'est pas on n'ouvre pas de lien. Si le site se fait hacker quand même derrière, ça va rien changer.